Bonjour à vous. La Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF pour les intimes, vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Il est 9 heures à Vancouver, 10 heures à Edmonton et à Whitehorse, il est 11 heures à Winnipeg et à Regina, il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal, il est 13 heures à Moncton et à Halifax et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays comme ce rendez-vous est complètement tada. Au nom de la FCCF et de l'ANIM, l'Alliance nationale de l'industrie musicale, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ariane Charbonneau et Mariana Gianelli, respectivement directrice générale et responsable du développement des affaires de la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec, mais pas que, et des artistes entrepreneurs, la SPAC. SPAC AE. Depuis 1981, la SPAC est une association qui représente les intérêts moraux, économiques et professionnels des auteurs de chansons francophones et des artistes entrepreneurs à travers le Canada et de tous les compositeurs et toutes les compositrices de musique de commande au Québec. Ariane et Mariana vont nous présenter Musique, une plateforme gratuite destinée à faciliter la découverte musicale francophone. Simple d'utilisation, elle vous permet de déposer vos contenus musicaux et vos listes de lecture dans un seul point central pour le diffuser en quelques clics sur les plateformes d'écoute les plus populaires du type YouTube, Spotify, Apple Music, etc. avec l'objectif d'améliorer la découvrabilité de vos contenus musicaux. Je précise en fait qu'aujourd'hui, c'est un pré-lancement, donc on ne va pas avoir accès directement à la plateforme, mais à toute l'explication et à tout le concept de cette plateforme. Après plusieurs années dans la fonction publique, Ariane Charbonneau se dévoue aux arts et à la musique, qui la passionnent profondément. Elle œuvre chez Dare to Care Records, One Drop et Opaque Media, où elle accompagne le développement de nombreux artistes et créateurs anglophones et francophones. Elle produit des albums avec Indica Records, puis travaille chez Stingray ou Stingray Music pour permettre aux artistes francophones d'ici de rayonner auprès de 10 millions d'abonnés. Elle intègre l'équipe de la SPAC AE en 2021 avant de devenir directrice générale en avril 2023. Issue d'une famille de musiciens, Mariana Gianelli a fondé les disques Indica après avoir acquis une expérience auprès des maisons de disques Taka et Aquarius. Au fil de 25 ans de carrière, elle a contribué à l'essor de nombreux artistes et s'est distinguée en gestion d'artistes et en financement public. Mariana s'engage envers la musique et les artistes pour son implication chez Centrale Alternative et Women in Music Québec. Elle est responsable du développement des affaires de la SPAC. Alors, avant d'accueillir Ariane et Mariana sur la petite scène du Café Tada, je demanderai au public d'appuyer sur la touche F frénétiquement afin de les accueillir avec une salve d'applaudissements. Encore. Super, alors. Ariane, Mariana, super. Ariane, il faut que tu déplaces ton avatar avec les flèches de ton clavier. Ouais, super. Merveilleux. Alors, parfait. Alors, moi, je vais rester sur la petite scène pour faire le partage d'écran et j'ai un premier document à partager. Alors, allons-y. Ben oui, on pensait vous parler un peu de la SPAC au début pour que vous ayez une meilleure idée de qu'est-ce qu'on fait et de qu'est-ce qu'on représente. Comme Sven a dit, on est la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs. La prochaine diapo, s'il te plaît. Ouh, c'est petit. Oh. Attends, je vais essayer de zoomer. Alors, notre histoire, on a commencé en 1981. C'est fondé par Luc Plamondon, Diane Juster et Lise Aubu. En 1985, la SPAC fonde avec la SACEM, la Société de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada, la SODRAC, qui est maintenant la SOCAN DR. En 1992, la SPAC est reconnue au niveau provincial à titre de seule négociatrice des œuvres de commande musicale auprès des commissions de reconnaissance des associations d'artistes, donc la loi sur le statut de l'artiste. Et je voudrais voir plus bas. Et plus important, en 2024, en mars 2024, on devient la SPAC AE et on élargit notre mission pour représenter des artistes entrepreneurs pour la première fois dans l'histoire du milieu.
prochaine. Alors, notre mission, c'est d'étudier, promouvoir, protéger et développer de toute manière les intérêts économiques, sociaux et professionnels de nos membres. Et on fait ça de plusieurs manières. Je vais vous montrer plus tard. Aujourd'hui, on a plus de 700 membres qui profitent quotidiennement de nos nombreux services. Nous sommes une société ambitieuse dans nos projets, renouvelée par notre image et qui est dans l'action et en relation avec de nombreux partenaires, les bailleurs de fonds, le ministère de la Culture, etc. On pourrait aller à la prochaine. Ça, c'est notre belle équipe. Alors, ça, on peut passer ça un petit peu vite. Vous allez avoir, bien sûr, Ariane qui va parler tout à l'heure de musique. Vous avez moi, vous avez notre Danuta qui s'occupe de la comptabilité. Nous avons bientôt quelqu'un qui va s'occuper et être responsable du service aux membres et des activités en relation avec les artistes entrepreneurs. Clément Delacroix qui est chargé de projet et Jérémy Racine qui est à la formation. Alors, nous sommes 714 membres repartis au Québec et ailleurs au Canada, dont le 2/3, comme vous pouvez voir, 496 membres en chanson qui sont auteurs et compositeurs de chansons francophones du Canada et artistes entrepreneurs. Et nous avons les compositeurs d'œuvres de commande qui sont 211 membres dans le secteur de production audiovisuelle, le cinéma, la télévision, le théâtre et qui sont aussi des fois artistes entrepreneurs. Alors, Je veux juste revenir, pardon de t'interrompre, Mariana. Oui. Sven, si on peut retourner dans la diapo. Bonjour tout le monde. Je veux juste simplement rajouter que, donc, avant tout, une association d'artistes, on est régi sous la loi sur le statut de l'artiste. On a une accréditation fédérale et ou provinciale. Puis, au niveau des compositeurs de musique de commande qui représentent le tiers de notre membrariat, nous avons des ententes collectives. Donc, on mène des activités de relations de travail, donc des activités syndicales. Nous ne sommes pas un syndicat, mais nous avons des ententes collectives donc qui encadrent le travail pour les compositeurs et les compositrices de musique de commande. Puis, on utilise le terme musique de commande parce que ça inscrit à l'image, mais aussi pour le théâtre. Donc, on a le grand droit et on a tout ce qui est audiovisuel. Merci. Merci, Ariane. Alors, comment adhérer à la SPAC? Donc, vous pouvez être membre sociétaire ou membre artiste entrepreneur. Il faut avoir au moins 5 œuvres musicales et être soit l'auteur ou le co-auteur de ces 5 œuvres-là. On identifie ça soit par un relevé SOCAN ou les œuvres ont fait l'objet d'une exécution publique ou ont été publiées par un éditeur ou enregistrées et exploitées de façon commerciale. Il y a aussi le membre stagiaire qui n'a pas besoin qu'il faut 5 œuvres musicales enregistrées et qui a tous les mêmes droits que les membres sociétaires ou les membres artistes entrepreneurs, sauf un droit de vote. Donc, pour la première année, lorsqu'on a fait le changement de SPAC à SPAC AE, nous avons changé aussi l'habilité, en fait, pour les membres d'adhérer soit annuellement ou mensuellement à la SPAC. Donc, pour un membre sociétaire, auteur-compositeur qui a au moins 5 œuvres d'inscrits à la SOCAN, ça revient moins cher qu'un abonnement Netflix par mois, à titre de comparaison. Et pour un artiste entrepreneur, c'est à peu près dans les mêmes prix qu'un abonnement Netflix. Donc, on donne l'opportunité aux artistes de s'abonner ou d'adhérer mensuellement ou annuellement. Donc, ça a été un changement qui a été apporté l'année dernière. Merci, Ariane. Et c'est ça. Et on a plein de services qui sont liés à ça. Donc, on a une communauté d'artistes entrepreneurs qui sont 70 membres, près de 10% de notre membrariat. Et pour devenir membre AE, il faut remplir toutes les conditions d'être membre sociétaire, donc les 5 œuvres
musicales enregistrées ou commercialisées. Mais il faut porter un autre chapeau que plusieurs de vous portent de toute façon. Soit vous êtes votre propre agent de spectacle, votre éditeur, vous êtes votre gérant, vous faites la gestion de votre maison de disques, de vos enregistrements, vous êtes le producteur. Bref, tous ces chapeaux-là vous rendent artiste entrepreneur. Donc, je veux juste aussi ajouter un petit complément. Donc, pour l'instant, on a un petit bassin d'artistes entrepreneurs. Ça fait même pas un an que nous avons fait le changement. Donc, la majorité, de toute façon, de nos membres sont des artistes entrepreneurs. Si on se fie à la composition de notre conseil d'administration actuel, et même de notre président, sont tous des artistes entrepreneurs et surtout les compositeurs de musique de commande qui, eux, engagent les services de musiciens. Ils sont comme une petite équipe de production à même de leur création. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit que pour nous, c'était une évolution naturelle pour la SPAC d'accueillir les artistes entrepreneurs. Mais évidemment, comme elle a dit, Mariana, la porte d'entrée serait vraiment d'être un auteur et ou un compositeur. Donc, il faut absolument passé par cette porte-là pour être considéré un artiste entrepreneur au sein de la SPAC. À eux. Alors, la prochaine diapo. Alors, nous avons plusieurs services. C'est sûr que nous représentons et protégeons vos intérêts. Que 700 membres, ben, c'est une belle communauté et il y a beaucoup de chances de réseautage. Il y a le perfectionnement professionnel, donc nous offrons des formations, des ateliers, du mentorat, que ce soit en affaires, en technique, en création. Et on a plusieurs outils et avantages, dont des conseils gratuits pour les questions de droit d'auteur, des services de révision de contrat et de vérification, excusez-moi, je ne vois pas bien, des services de bien-être, des consultations juridiques illimitées, un accompagnement pour rédiger vos demandes de financement, vos demandes de subvention, accès à des modèles de contrat et un accompagnement en cas de litige avec une production. Donc, ça, c'est tous des services qui viennent avec votre membrariat. Il faut considérer que quand vous avez, par exemple, les services, vous retenez les services d'un avocat qui vous charge à peu près 150 ou 200 $ de l'heure, ben, juste avec une adhésion annuelle, vous rentrez déjà un peu dans votre argent. Donc, au niveau du service juridique, on a donc des révisions de contrat, comme Mariana l'a dit, mais on a aussi un autre avocat qui est disponible pour des consultations. Donc, si vous avez des problèmes par rapport à la négociation d'un contrat ou d'un cachet, etc., puis que, en fait, ça nécessite pas la révision d'un contrat, on a un deuxième avocat qui est disponible gratuitement et de façon illimitée pour vous donner des conseils par rapport à d'autres questions de nature juridique. Puis, on a des services de bien-être qui ont été rajoutés l'année dernière, gratuits et illimités aussi, avec une thérapeute en aide complémentaire. Donc une approche qui n'est pas nécessairement clinique, mais qui vous permet d'être autonome au niveau de votre prise en charge de votre bien-être. Et on a eu des super résultats. Et aussi au niveau de l'accompagnement pour les demandes de subventions, comme on sait que le financement est souvent le nerf de la guerre pour une pratique artistique. À ce moment-là, nous, on vous accompagne de façon illimitée et de façon gratuite pour réviser vos demandes de subventions. Merci, Ariane. Nous avons des projets spéciaux aussi. Nous avons un partenariat avec SiriusXM qui met à l'avant encore les artistes entrepreneurs. Nous avons un balado, L'envers du décor, qui est déjà sorti, qui parle un peu des coulisses, des sujets un petit peu plus délicats avec les artistes et Mademoiselle Philippe qui anime. Et nous avons une plateforme de découvrabilité qui s'en vient que peut-être Ariane pourrait commencer à nous parler de ça.
Est-ce que je passe à l'autre présentation? Ben, on peut peut-être juste survoler les prochaines diapos. Ouais, si tu veux, je vais en parler rapidement parce que on a quand même, je veux donner l'espace aussi pour qu'on puisse discuter puis échanger. Donc, rapidement, le partenariat avec Sirius, on l'a commencé il y a moins d'un an. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque mois, on met de l'avant 3 artistes entrepreneurs. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que sur les 3 chaînes de Sirius, donc c'est-à-dire Influence Franco, Racine musicale et Attitude Franco, il y a un artiste qui est assigné à chaque chaîne dans le mois. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le catalogue de l'artiste va être mis de l'avant, donc va être en rotation plus accrue. Et on permet aussi à l'artiste de soumettre un audio ID, comme on dit en bon français, pour expliquer en fait sa démarche entrepreneuriale et son évolution. Donc, on assiste en fait à une variété de modèles entrepreneuriaux. Il y a des artistes qui sont en licence, il y en a d'autres qui sont pas en licence, des artistes qui font tout eux-mêmes. Il y en a certains qui font la production de leur spectacle, mais pas la production de l'enregistrement sonore. Bref, donc je trouvais ça intéressant quand même qu'on puisse donner la chance à ces artistes de s'exprimer sur leur réalité et peut-être pourquoi pas inspirer aussi des collègues. Je pense qu'on peut passer à la 11 et on va vous donner rapidement quelques artistes qui sont passés. Donc, à date, il y en a 24 qui sont passés. Donc, comme vous voyez, on a un petit peu de tout. Puis ça donne la chance au public de découvrir des artistes ou de les redécouvrir et peut-être même faire le lien sur comment ils travaillent en fait. On peut continuer. Le reste, c'est juste du visuel qui vous permet un peu de regarder un peu de quoi on parle. Donc, il y a des artistes que vous allez probablement reconnaître, d'autres que vous n'allez pas reconnaître, mais l'idée, c'est de découvrir et d'aller peut-être plus en profondeur pour les artistes qu'on connaît. Donc, tu peux continuer. Puis même, tu peux faire un zoom out si tu veux, Sven, si ça ne te dérange pas, pour qu'on puisse voir le... Voilà, merci. Donc là, bon, on les jouera pas nécessairement, mais donc c'est des audio ID qui parlent un peu de leur réalité. On peut continuer à la prochaine. Et en fait, donc l'envers du décor, comme elle a dit si bien Mariana tantôt, l'idée en fait c'est vraiment d'exposer le métier. Donc en gros, on parle pas de tous les sujets sexy, c'est-à-dire la création et l'inspiration. L'idée c'est vraiment d'aller dans le fond et de en fait ramener les conversations de loge devant le micro. Donc souvent les artistes vont partager entre eux leur réalité, etc. Puis je trouvais que souvent il y avait des questions puis des thèmes vraiment intéressants qu'on n'aborde jamais. Donc, on lève le fardeau du silence et on permet à ces artistes de s'exprimer, puis de aussi peut-être inspirer d'autres artistes et montrer à d'autres artistes qui ne sont pas seuls. Et du côté du public, c'est de leur exposer en fait les enjeux du milieu. Voilà, puis là on peut continuer un peu. Puis là, donc ça c'est un pilote qu'on a essayé. Donc on a eu Catherine Durand, on a eu Adieu Narcisse, Sarah May qui nous a parlé du deuil pour la première fois qu'elle a vécu en public de son frère. Jérémy Corriveau qui travaille avec son père, Michel Corriveau. Carole Facal, Caracol, qui nous parle de son invalidité, comment est-ce qu'elle a vécu ça dans l'année très difficile qu'elle a vécue. Et Éric Charland nous a parlé de c'est quoi du filet social, puis comment ça peut être difficile aussi pour un artiste de vivre dans la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est un pilote. On a juste 6 épisodes pour l'instant. Là, ils ont roulé sur CISM. Là, ils roulent sur CIBL, je crois, Mariana. Mais ils sont écoutables sur Spotify et Apple. Donc, Sven, on peut passer à la prochaine diapo. Tu pourras voir, donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez scanner le code QR pour l'écouter directement sur votre plateforme de choix. Voilà. Donc là, on peut peut-être passer à musique. Ok. Est-ce que vous voyez l'autre présentation? J'ai juste fermé l'onglet de la première. Ouais, parfait. Comme ça. Mariana, est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais rajouter? Pardon, j'ai... Non, merci beaucoup. Ça va? OK, oui. Parfait. OK, donc musique. Musique, donc comme elle a dit plus tôt, Mariana, dans une des diapos, on travaille sur cette plateforme de découvrabilité qui s'appelle Musique, qui va voir le jour en février 2025. Donc, elle est présentement en pré-lancement. L'idée, en fait, c'était de vous parler un peu rapidement de la plateforme.
sans nécessairement vous la montrer parce qu'elle est assez quand même confidentielle. Donc, je vous fais confiance pour garder ça dans air ouverte. Ce qui se passe dans air ouverte reste dans air ouverte. Mais je pense que c'est un projet en fait qu'on porte très fièrement sur nos épaules. On peut passer à la prochaine diapo. Donc rapidement, on va juste, je vais vous montrer rapidement un peu pour le pourquoi, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il y a, comment ça marche, tout ça, puis ça va avantager qui. Voilà, donc on peut avancer. Donc, un peu la mise en contexte. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, au Québec, il y a une réalité qui est assez préoccupante au niveau de l'écoute de la musique en ligne. L'Observatoire de la culture et des communications du Québec, l'OCCQ, qui fait partie de l'Institut de la statistique du Québec, a publié récemment les chiffres pour 2023 sur l'écoute de la musique en ligne. Et les résultats sont assez préoccupant pour la musique francophone et encore plus pour la musique franco-québécoise. Donc, je ne passerai pas notamment à travers toutes les diapos, mais en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là. Donc, au Québec, juste à titre d'exemple, sur les 10 000 chansons les plus écoutées en 2023, 5% de l'écoute était pour de la musique franco-québécoise. 5%. Je vous laisse réfléchir à ça 2 secondes. Les francophones au Canada, on représente à titre comparatif 23% de la population. Donc là, il y a des gros problèmes de proportion. Et sur les 10 000 chansons les plus écoutées, 2%, c'était pour des nouveautés. Donc là, le problème n'est pas au niveau de l'accessibilité de la musique, parce que la musique est accessible sur les plateformes de musique en ligne. Le problème, c'est au niveau de la mise en valeur et de la recommandation. C'est comme aller dans un magasin ou aller dans Air ouverte et pas trouver, en fait, le café ou pas trouver la scène pour monter et faire une présentation. Donc, en gros, c'est que les Québécois et les francophones en général n'arrivent pas à voir leur musique sur les plateformes de musique en ligne. Et à titre comparatif, Clément, que vous avez vu dans une des diapos, est un consommateur assez farouche de musique francophone. Lui, il écoute que de la musique francophone. Et sur ces plateformes de musique en ligne, on lui fait pousser de la musique anglophone dans le fond de la gorge. Donc, le problème, c'est que si on n'est pas exposé à notre musique, on ne la consomme pas et on perd le potentiel aussi, le potentiel de perdre notre langue, la langue française. Donc, c'est un enjeu de souveraineté culturelle qui est vraiment profondément inquiétant. Donc là, on peut avancer. Donc là, il y a une urgence et on peut continuer aussi dans la 5. Merci Sven. Donc, l'idée en fait de musique, c'est que c'est une plateforme gratuite qui est dédiée entièrement à la découvrabilité de la musique francophone. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on peut passer à la prochaine. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va se brancher directement sur le catalogue de la musique francophone qui existe déjà en ligne et on va la mettre en valeur, on va la recommander. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller jeter une grenade dans les algorithmes de Spotify et de dire, ben, vous voulez pas créer des listes de lecture, nous, on va le faire avec ce qui est déjà accessible sur vos plateformes. Donc, il n'y a pas d'identifiant, c'est gratuit, on enlève toutes les barrières et on donne la chance autant aux francophones qu'aux non-francophones, aux francophiles et aux allophones d'aller découvrir la musique francophone. Donc, là, ben, c'est ça. Donc, c'est l'idée de stimuler un peu l'écoute. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, ben, on s'est dit, les gens vont pas... L'idée, c'est pas de recréer une nouvelle plateforme parce qu'on sait très bien déjà que les gens sont déjà sur Spotify, sont sur YouTube, sont sur Deezer, sont sur Amazon Music, sont sur Apple Music. Donc, on s'est dit, ben, OK, on va aller directement dans ces plateformes-là, puis on va créer la plateforme à partir de ces plateformes-là. Voilà, on peut avancer encore. Donc ça, c'est, en fait, tu peux remonter à 7. Ça va vous donner rapidement une petite idée de la comment dirais-je, du traitement graphique de musique. Donc, l'idée, c'est d'avoir des listes de lecture qui sont
attirantes, qui ont qui vont aller chercher des ambiances, des genres différents. Et on a donc des visuels qui sont un peu plus saute à l'œil puis qui donnent le goût en fait d'aller découvrir de la musique. On peut descendre à la 8. Donc, nos objectifs, en fait, c'est de devenir une référence. On veut devenir comme les fromages bleus du Québec, mais de la musique. Donc, on sait très bien que pour écouter de la musique francophone, c'est sur musique que ça va se passer. Et l'idée, comme j'ai dit tantôt, c'est d'augmenter, en fait, la découvrabilité, pas l'accessibilité, mais la mise en valeur de la musique francophone. On a parlé de bousculer les algorithmes, c'est un peu plus soft que parler de grenade, mais on peut aller à la diapo 9. Donc, qui est-ce qu'on cible? On cible tout le monde. On cible autant le grand public, donc votre tante, votre grande-tante qui écoute TVA, autant que les jeunes qui sont sur TikTok. En fait, le défi est énorme, mais on est prêt à relever, puis on a confiance aussi dans nos capacités, puis aussi dans l'agence avec qui on travaille, qui nous accompagne un peu dans la structuration de la promotion. On peut passer au 9. Donc ça, c'est juste très rapidement, mais c'est peut-être pas la meilleure diapo, parce que ça change tout le temps. Mais l'idée, donc, quand on arrive à la page d'accueil de musique, c'est qu'on va toujours avoir une liste de lecture qui va être mise de l'avant et qui va se rafraîchir à chaque arrivée sur le site. Quand on descend, vous allez avoir toujours l'artiste de la journée, la liste de lecture de la journée et le programmateur ou la programmatrice de la journée. Donc, on va avoir des listes de lecture selon les genres, les ambiances, les activités aussi. Et on a une équipe de programmateurs et de programmatrices qui sont des experts dans leur genre musical, dans leur spécialité musicale. Et en plus de l'équipe de programmation, on va avoir deux autres types de programmateurs. On va avoir des programmateurs vedettes, donc des ambassadeurs de la marque, c'est-à-dire des artistes qui vont vouloir, des artistes ou des sportifs ou des personnalités publiques, des chefs qui vont vouloir un peu nous partager leur coup de cœur. Et on va avoir aussi des partenariats corporatifs. Donc, par exemple, je sais pas, par exemple, le Canadien de Montréal viendrait faire une liste de lecture, le festival de jazz pourrait venir faire une liste de lecture, en autant que c'est francophone. Et on va avoir, par exemple, je sais pas moi, l'Impact de Montréal qui viendrait faire une liste de lecture. Donc, l'idée, c'est vraiment de ratisser large au niveau de la programmation. Et d'avoir une belle offre pour que tout le monde puisse découvrir tout ça. Et dans l'onglet artistes que vous voyez en haut au milieu, on va avoir tous les artistes. Donc forcément, dès qu'on fait une liste de lecture, ça va générer des artistes et chaque artiste aura sa fiche. Et pour l'instant, on a à peu près 2000 artistes qui sont déjà sur la plateforme, qui ont donc, en fait, pas une bio, mais ils vont avoir tous les liens de leur plateforme. Donc, Bandcamp, site web, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, tout est là-dessus. Ça a été fait à la mitaine. Ça a été fait à la main. Donc, on a des API qui permettent à la plateforme de générer du contenu, par exemple, à travers les fiches artistes. Mais après, il faut que nous, on rajoute à la mitaine les liens, en fait, où est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la découvrabilité de cet artiste. Par exemple, j'ai eu un coup de cœur pour un artiste sur une liste de lecture. Je clique sur la fiche de l'artiste. Non seulement je vais avoir tout ce qu'il a comme discographie, que ce soit des extraits, des albums, des EP. En plus de ça, on va avoir toutes les listes de lecture sur lesquelles on peut retrouver la musique de cet artiste. Et si, par exemple, un Pierre Quanders vient faire une liste de lecture, ben on va avoir, en fait, toute la programmation de cet artiste. Donc, non seulement où on peut retrouver sa musique, dans quelle liste de lecture on peut retrouver sa musique, mais en plus, toutes les listes de lecture qu'il a programmées pour musique. Voilà, on peut aller à la prochaine. Donc, l'idée pour l'instant, c'est qu'on aura 75% du contenu serait du contenu canadien, francophone, donc québécois et franco-canadien. Et l'idée, c'est de s'ouvrir sur le monde. Donc, on aurait 25% de contenu francophone outre-mer, donc c'est-à-dire l'Afrique et l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre de créer des ponts entre le Canada et le reste du monde. On veut stimuler des opportunités d'affaires, pour les artistes,
et leurs équipes. L'idée, c'est de créer une importation, une exportation du contenu. Parce que c'est sûr que si on a juste du contenu canadien sur la plateforme, ben on va juste créer un ghetto de notre musique, puis on va pas nécessairement aller ailleurs. Donc l'idée, c'est que la musique québécoise et que la musique francophone voyage au-delà de nos frontières, que ce soit en Afrique ou en Europe. Récemment, on a été au MAMA et on a rencontré plusieurs partenaires potentiels, dont un pour l'Afrique et quelques autres pour la France. Donc, il y a déjà beaucoup d'intérêt de faire voyager la musique de part et d'autre. Chaque liste de lecture va contenir à peu près 30 à 50 titres, donc à peu près 1h30 de musique, 2h30 d'écoute. On peut continuer, Sven. Merci. Et donc, l'idée, c'est de fidéliser le public à travers différentes tactiques, que ce soit des données analytiques sur le site web, parce qu'on va générer aussi des données. Ça va être super important. On n'a pas beaucoup de données. En fait, on n'a pas grand-chose de données sur l'écoute de la musique sur les plateformes de musique en ligne. Donc, l'idée, c'est de voir quels sont les comportements utilisateurs, les comportements des gens dans la navigation de musique. Donc, ça, on va générer du data, comme on dit. On va pouvoir suivre les adresses IP. On va pouvoir aussi partager des listes de lecture sur les réseaux sociaux. On va pouvoir s'abonner au profil de musique sur... donc, il y a 5 plateformes. Donc, on a Spotify, Apple, YouTube, Amazon et Deezer. Donc, ça, c'est les 5 plateformes sur lesquelles on peut trouver tous les contenus de musique. Donc, l'idée, c'est de s'abonner au profil de musique, donc sur des plateformes de votre choix. Et on aura des partenaires qui vont participer aussi à la promotion de musique. Et on va voir un porte-parole et on va voir plusieurs ambassadeurs. Donc, ça aussi, ça va nous aider à fidéliser notre public. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, on va avoir plusieurs partenariats. Donc, on va avoir des partenaires événementiels, médiatiques. On va avoir aussi des partenaires associatifs. Donc, pour l'instant, par exemple, on a l'ANIM qui fait des listes de lecture. On a la MUC, qui est l'Association des musiques urbaines du Québec, qui nous a déjà créé des listes de lecture. On a la PEM, qui représente des éditeurs de musique. On va avoir des partenaires scolaires éventuellement aussi, donc des commissions scolaires, des cégeps, des universités. L'idée aussi, c'est d'avoir des partenaires privés avec lesquels on a des discussions en cours. Et on va avoir, comme j'ai dit, donc des partenaires industriels parce que l'idée, c'est d'aller au-delà de la musique puis d'aller rejoindre des publics dans le sport, la mode, l'environnement, la gastronomie, etc. Et comme j'ai dit tantôt, aussi, on a déjà commencé des partenariats à l'étranger pour pouvoir faire voyager la musique. Donc, il y a plusieurs avantages. Évidemment, donc la plateforme, à la base, elle est créée par une association qui représente les auteurs-compositeurs. On ne représente pas les éditeurs, on ne représente pas les producteurs, même si on les aime bien, c'est des partenaires d'affaires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui est créée par une association d'artistes pour des artistes et qui va bénéficier aux artistes. Donc, l'idée, c'est de les soutenir, les artistes, de soutenir notre industrie, de la mettre en valeur, puis de la faire, en fait, découvrir et de la faire rayonner. On peut aller à la prochaine. Donc, il y a plusieurs retombées auxquelles on a pensé. Donc, évidemment, il y a une mise en valeur, une accessibilité, une visibilité accrue des profils des artistes canadiens. On va aussi stimuler des opportunités d'affaires pour les artistes. Puis, on va peut-être augmenter potentiellement des revenus issus de l'écoute, même si, évidemment, le modèle d'affaires de la majorité des plateformes de musique en ligne se fait au détriment des artistes. À la prochaine. Donc, récemment, on a été finaliste du prix découvrabilité au Montreal Tech Awards. C'est notre Mariana internationale qui a fait la présentation. Et récemment, j'ai été invitée au panel, un des panels du MAMA qui portait sur les initiatives pour renforcer la découvrabilité. Donc ça, c'était aussi un événement très intéressant auquel on a assisté. Donc voilà, donc l'idée en fait, c'est que musique devienne le quartier général de la découverte de la musique francophone. Excellent. Est-ce que je peux arrêter mon partage d'écran? Oui, bien sûr, merci. Parfait. Isabelle, on vous écoute. Mais là aussi, il faut que vous ouvriez votre micro.
Est-ce que ça fonctionne, on m'entend? Oui, on vous entend. Parfait. Je me demandais, les fiches artistes, en ce moment, ça a été recensé à la main. Par la suite, j'imagine que ça va être connecté avec plusieurs sources de données, exemple hors data ou je sais pas. Je me demandais comment vous allez vous assurer que l'info est à jour. Puis est-ce qu'un artiste qui voit que sa bio est pas à jour, par exemple, va pouvoir proposer des modifications? Ariane, faut que tu ouvres ton micro. Ouais. Oui, absolument. On a une équipe. On va avoir une chef de programmation qui va chapeauter toute l'équipe de programmation. Puis c'est elle qui va veiller à ce que les listes de lecture soient mises à jour, voir des listes de lecture qui sont peut-être moins populaires, donc repenser les choses. Donc on aura donc cette personne-là qui va agir comme chef d'orchestre en fait. Donc, c'est cette personne-là qui fait les listes de lecture qui va aussi s'assurer que les infos sur les artistes dans les fiches artistes sont à jour. En fait, on a plusieurs programmateurs qui vont faire des listes de lecture. C'est pas juste une personne qui va faire les listes de lecture, parce qu'il y en a beaucoup là. Donc, à titre d'exemple, au Canada, Spotify, on offre 100 listes de lecture. Sur les 100 listes de lecture, il y en a 15 qui incluent des contenus francophones. Et des listes de lecture 100% francophones de Spotify éditorial, il y en a 5. Nous, qu'on va lancer, on va lancer déjà avec 150 listes de lecture. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher toute une gamme de programmateurs qui ont cette expertise-là. Puis, on va avoir donc cette chef de projet, cette chef d'orchestre qui va en fait chapeauter toute l'équipe. Je m'excuse, Audrey, je suis pas sûre de comprendre. On parle de liste de lecture, mais dans le fond, est-ce que c'est lié? Moi, je parle de l'onglet artistes, là, avec ses liens vers ces différentes plateformes, la programmation qu'il a faite. Si tu me permets, Ariane, je pense qu'elle parle d'une section bio. En fait, dans les artistes, dans la section artistes, on n'a pas de bio parce que ça demanderait trop de temps. On n'a pas les ressources pour le faire. Par contre, on a donc la discographie, on a toute la fiche est complète. Mais pour répondre à ta question, cette fiche-là sera mise à jour là tout le temps par l'équipe. Donc, je fais le parallèle avec les listes de lecture parce que qui dit mise à jour de liste de lecture, c'est mise à jour de fiche artiste. Ah, ok, je comprends le lien. Merci. Merci Isabelle pour la question. Alors j'espère que Chanel va pouvoir se reconnecter, mais sinon elle a écrit sa question dans le chat, mais je vais attendre un peu. J'aimerais qu'elle arrive à se reconnecter parce que quitte à répondre à sa question, autant qu'elle soit là. J'ai aussi moult questions. Si on regarde ça un petit peu plus, alors on regardait un petit peu sur la mécanique, mais si on regarde ça, si on prend un peu de recul, de l'importance donc de cette plateforme, il y a quelque chose donc qu'on est clairement pour booster la découvrabilité des contenus francophones qui est quasiment inexistante, si tant est que même on peut peut-être faire chacun notre petite liste de lecture selon notre plateforme d'écoute, mais là on vient arroser beaucoup plus largement depuis la plateforme musique. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont que vous vous êtes fixés, parce que tu donnais quelques statistiques, donc par exemple sur 10 000 écoutes, il y avait 5% de contenu finalement de chansons francophones et 2% de nouveautés. Est-ce que vous êtes capable ou est-ce que vous vous êtes donné un genre d'objectif chiffré ou une fourchette en vous disant avec cette plateforme-là, notre objectif dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est d'arriver à tel type de pourcentage de représentation de la musique francophone sur ces plateformes-là, par exemple? Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer ces impacts-là? On est quand même assez limité parce que on n'a pas nécessairement un profil d'artiste sur Spotify, par exemple. Donc, en fait, la plateforme référentielle pour nous, c'est Spotify. Donc, à partir du moment qu'on met une liste de lecture sur Spotify, elle se met à jour automatiquement sur Apple, YouTube, Deezer, etc., avec un API. Donc, notre référentiel, c'est Spotify. Le problème avec Spotify, c'est que nous, on a un profil utilisateur. Et l'idée, en fait, on s'est fixé des objectifs, oui, mais en termes de temps d'écoute et en termes d'abonnement à nos listes de lecture et au compte musique. Donc, oui, on a des statistiques objectives, c'est d'objectifs, mais là, je les ai pas mis dans la présentation aujourd'hui parce que c'était moins pertinent. Puis c'était l'idée plutôt d'explorer en fait les grandes lignes de musique. Oui, non, je comprends. Je posais cette question-là parce qu'il y a comme
Quand on parle de découvrabilité, on voit qu'il y a, ce terme-là, il y a une définition sur le découvrir du contenu en ligne, mais il y a aussi un peu une enveloppe politique par rapport à ça. Il y a, comme tu parlais, d'enjeux de souveraineté culturelle, on est vraiment là-dedans. Et donc, je me disais, je me dis forcément que vous êtes en train de mettre en place des mesures d'impact pour prouver que ça prend ce type d'effort pour voir la différence de ce que ça donne. Justement, pour être capable après d'avoir des argumentations auprès de, par exemple, du CRTC ou des instances. Donc, parce qu'on est en organisme, on est à ce niveau-là. Donc, ça, on est dans la démonstration, on va dire, un peu mécanique d'une plateforme comme ça, soutenue, j'imagine, par du financement public, mais quelque part pour justement avoir des arguments politiques et être capable de, par exemple, faire entendre raison à nos amis GAFAM. Ouais. Mais en fait, oui, complément. Puis en fait, je trouve que ton intervention est très pertinente parce que c'est une des choses à laquelle on a pensé, en fait, parce qu'on va générer du data. C'est sûr qu'on va pas générer du data immédiatement. Tu sais, il va devoir avoir une adoption de la plateforme. Et l'idée aussi, c'est d'avoir dans une deuxième phase, éventuellement, si on a le financement qu'on demande, d'avoir en fait à même la musique l'écoute directement à travers des listes de lecture embed dans musique. Parce que pour l'instant, quand tu rentres dans une liste de lecture, tu as tous les titres en pré-écoute de 30 secondes. Donc, on peut déjà écouter les 30 premières secondes de chaque titre dans la liste de lecture. Mais si on veut écouter la liste de lecture au complet, ça bascule vers Spotify ou vers la plateforme que vous avez choisie au début en rentrant. Et l'idée, c'est de vouloir garder le monde à même la plateforme. Donc, pas faire la bascule entre musique, Spotify et après revenir à musique. Donc, l'idée, c'est de pas perdre des adeptes, en fait. Mais l'idée, en bout de ligne, l'objectif ultime, c'est vraiment d'augmenter l'écoute. Ouais. Donc, si on a, par exemple, on pourrait avoir peut-être, on va probablement avoir, comme une dizaine, une vingtaine d'artistes à qui on va demander de nous partager, en fait, leurs statistiques pour pouvoir, justement, échantillonner comme on peut avec des statistiques auxquelles eux, ils ont accès. Parce que moi, je peux pas avoir des statistiques sur la chanson de Ariane Moffat. C'est Ariane Moffat qui va avoir accès. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec peut-être un petit groupe, un petit bassin d'artistes et mesurer l'impact avant et après. Bah oui, parce que au-delà de l'aspect un peu politique de la chose et quand on parle de souveraineté culturelle, mais on parle aussi de rémunération, de juste rémunération de nos artistes. Donc, c'est vrai que d'avoir des comparatifs entre à l'heure d'aujourd'hui, 2024, et ce que ça pourrait être en 25, 26, 27, là, selon le nombre d'années que vous allez considérer d'être capable de mesurer ces impacts-là, c'est de faire la démonstration d'une injustice sur le peu de rémunération, alors qu'il y a des écoutes qui sont faites. Enfin, on sait que les proportions sont déjà, c'est très opaque, on n'a pas vraiment de visibilité là-dessus. Ouais. Donc, c'est surtout les majors. Ouais. C'est surtout les artistes qui sont signés sous des majors qui vont toucher à ces redevances-là de toute façon, parce que la redistribution qui percole vers le franco-canadien, elle est minime, tu sais. Oui. Donc, mais au moins, on peut déjà commencer à stimuler des opportunités d'affaires pour les artistes et leurs équipes. Alors, je vois Chanel, je vois que tu t'es reconnecté. Si tu es avec ton cellulaire, ce dont j'ai l'impression, c'est que je sais que c'est pas évident de naviguer sur la plateforme avec ton cellulaire, mais j'ai vu ta question dans le chat, donc je vais me permettre de la relayer. Comment fonctionne l'indexation des contenus sur musique? Très bonne question. Donc, l'idée, c'est d'indexer chaque chanson, enfin chaque pièce ou chaque liste de lecture avec des tags. Donc, on va avoir des tags de genre et on va avoir des tags d'ambiance. On est en train de travailler avec des experts justement en indexation. Il y aura aussi un parallèle qui va se faire avec MetaMusic au niveau des Disney potentiellement aussi. Donc, il y a un travail qui va se faire avec MetaMusic pour les métadonnées, mais les métadonnées sont à même les plateformes de musique en ligne. Donc, il va falloir qu'on trouve une façon de pouvoir indexer correctement dans notre environnement. Sur l'environnement sur lequel on a un contrôle. Donc, ça, c'est un. Puis, de deux, Chanel, tu demandais, offrez-vous des services pour la découvrabilité et la gestion de données? Que veux-tu dire?
Mis à part ça, en fait, je me demandais par rapport aux enjeux de découvrabilité, mais surtout d'indexation de manière inclusive. Donc, je sais pas si vous avez entendu un peu du projet La Percée. Les difficultés en fait qui existent en ce moment, que ce soit sur Deezer, que ce soit sur Spotify, que même que ce soit sur genre YouTube de l'indexation, juste des styles musicaux, mais aussi des artistes selon leur nationalité, puis une nationalité qui est comme énoncée, non une nationalité qui est comme indue dans le fond, ou perçue, genre. Fait que je sais pas si vous aviez comme une façon de le faire par rapport à vos listes. On travaille justement avec La Percée. On a déjà établi un premier lien avec eux. Et avec Joanne et Destiny Chewali. Bien, très cool. Merci, Paul. Juste une chose, Sven, moi j'ai une rencontre dans 6 minutes donc, avec la CDEC. C'est la première fois, oui, oui. Souvent, on cale les rendez-vous complètement tada, puis on se dit, ah, ça va durer 20 minutes, 30 minutes, les gens sont occupés le midi. Mais voilà, quand il y a de l'intérêt du public, je laisse rouler, je ne limite pas, mais c'est vrai que à un moment donné, je dis toujours, OK, on pourrait en parler encore 1 heure de plus, et c'est pas possible. On retourne à nos rendez-vous. Donc, merci beaucoup, Ariane et Mariana, pour ces 2 présentations, parce que c'était important aussi de présenter la SPAC AE, qui n'est pas toujours très connue depuis la francophonie canadienne, même si depuis, il y a des choses qui avancent. Et puis, particulièrement, cette plateforme rappelle pour le public que ça va être lancé officiellement au mois de février. Donc, restez aux aguets. On est très heureux et choyés, en fait, d'avoir eu ce pré-lancement, en fait, cette présentation avec vous. Alors, j'inviterai le public à appuyer sur la touche F pour vous applaudir comme il se doit. J'aime ça, le petit reverb en plus.